Conscience TV présente l'interview découverte. 25 questions pour apprendre et comprendre. Aujourd'hui, Cécile Maréchal, kinésiologue certifiée et praticienne en constellation familiale. Bonjour Cécile Maréchal, pourriez-vous en quelques mots vous présenter? Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc Cécile Maréchal et je suis kinésiologue et praticienne en constellation familiale certifiée. Mon approche étant basée sur le transgénérationnel, à savoir se libérer de nos schémas ancestraux. Pouvez-vous nous expliquer les principes relatifs à la kinésiologie et compléter ce descriptif par la notion de constellation familiale? Alors, la kinésiologie, pour commencer, c'est le langage du corps. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle le test musculaire. C'est tout simplement des légères pressions sur le bras. La première chose qu'on fait en séance, c'est que je fais sentir le test. Comme ça, la personne voit que c'est vraiment le corps qui répond. Et ensuite, le corps dans la séance va raconter une histoire. Il va raconter tout ce que la personne est prête à entendre et prête à relâcher. Ça peut être des émotions nouées, des blocages, des schémas dans lesquels on se sent coincé, des peurs, des secrets de famille, mais ça va être surtout et avant tout des mémoires enfouies à un âge donné, in utero, dans l'enfance, chez un ancêtre. En fait, avec le corps, on va accéder à la grande bibliothèque de la personne. Et ça permet à chaque information que le corps donne de s'alléger du stress et de la charge émotionnelle associée à l'information. Donc, on n'efface pas ce qui s'est passé. Par contre, on relâche. Ça, c'est le principe de la kinésiologie, vraiment basé sur la gestion du stress et des émotions. Les constellations familiales, ça va être une approche vraiment plus orientée sur le transgénérationnel. Et là, on va avoir une approche systémique dans cette thérapie brève. C'est un travail qui peut se faire autant en groupe qu'en individuel. Et on va mettre en place le système familial à l'aide de représentants. Et en fait, ces représentants vont donner des informations sur les ancêtres, sur les mémoires familiales et plus particulièrement sur les blocages inconscients du système familial. Donc, par un jeu de représentation dans l'espace, on va voir ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été reconnu et ce qui a besoin d'être remis à sa place ou qui a besoin d'être remis à sa place dans l'inconscient familial de la personne. Et c'est orienté déblocage et solution, en fait. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la kinésiologie et aux constellations familiales? Eh bien, il y a environ une dizaine d'années, j'ai décidé, j'allais construire en fait ma vie, ma famille, et j'avais envie, je ne sais pas trop pourquoi, de me libérer des bagages de mes parents. Et j'ai rencontré sur un lieu de vacances une kinésiologue avec qui j'ai longuement discuté, qui m'a orientée vers une kinésiologue proche de chez moi, et j'ai pris une première séance. Et la toute première séance de ma vie, c'était il y a maintenant 10 ans. Mon corps a dit, comme première information, que je portais inconsciemment la vie de mon arrière-grand-mère maternelle. Et cette kinésiologue ne pouvait pas savoir que cette arrière-grand-mère maternelle est décédée pile un mois avant ma naissance. Donc ça m'a interpellée, j'ai trouvé ça très intéressant. Et tout ce que le corps a révélé durant cette première séance, c'était très parlant quant à l'histoire de ma vie. Et j'ai donc poursuivi le travail en kinésiologie pendant plusieurs années. Ça m'a vraiment débloqué, j'ai pris confiance en moi, ça m'a enlevé des peurs, etc. Et puis un jour, il a été question de me reconvertir. Et après quelques mois de flottement à ne pas savoir ce que j'allais faire, j'ai décidé de m'orienter en kinésiologie. Et je me suis sentie tout de suite à ma place. Cette arrière-grand-mère est d'ailleurs revenue pendant ma formation et j'ai découvert un secret de famille. Et ensuite, la voie naturelle de la kinésiologie fait que je me suis spécialisée en transgénérationnel en kinésiologie. Et les constellations familiales sont arrivées ensuite. Et ça a été la suite logique du travail que j'avais commencé à mettre en place. Et je me suis donc formée aux constellations familiales. Comment votre expérience personnelle a-t-elle influencé votre pratique? Eh bien, justement, je suis passionnée d'histoire. J'ai toujours été très intéressée par l'histoire des gens, de leur famille. J'aime beaucoup savoir comment ça se passait chez les ancêtres. Et ça, je l'ai depuis toujours, en fait. Donc, finalement, c'est assez naturellement que moi, j'ai une approche qui fait qu'on va aller visiter un passé lointain et qu'on va aller le dénouer tout simplement parce que je pense que j'ai cette appétence. Je me suis spécialisée dans ce domaine et j'attire des personnes qui sont intéressées par faire ce type de travail. Pourquoi avoir choisi d'accompagner les femmes? Eh bien, parce que justement, je viens d'une lignée où les femmes se sont sacrifiées. Donc ça, c'est un thème qui a toujours été important pour moi, que la femme prenne sa place,
qu'elles soient autonomes tant personnellement que professionnellement que financièrement. Et j'ai vraiment à cœur que les femmes pensent à elles et se connectent à ce qui est bon pour elles, parce que souvent, en tout cas dans mon histoire, ça résonne. Elles ont tendance à s'oublier, à se faire passer en dernier. Et je trouve que il y a quelque chose à jouer de cet ordre-là. Et donc, j'ai décidé de m'investir de cette façon-là. Comment expliquez-vous l'importance de l'équilibre féminin-masculin dans votre travail? Alors, on parle de polarité, hein. On a tous en nous une énergie féminin et masculin, autant chez les hommes que chez les femmes. Après, c'est des choses qui peuvent ressortir en séance, mais déjà de façon très très concrète. Ce qu'on a tendance à observer, c'est que le masculin, ça va être plutôt le faire, être dans l'action, le rapport aussi au travail, le rapport au fait de se montrer. Et on peut avoir des personnes qui sont complètement dans le faire et pas du tout dans l'être. Donc ça va être des premières informations qui vont pouvoir faire part de ce déséquilibre. Mais aussi, on a des personnes, du coup, qui n'écoutent pas leurs émotions. Et à l'inverse, on a des personnes qui sont un peu figées dans l'action, qui ont tendance à être beaucoup, à l'intérieur d'elles-mêmes, trop dans l'introspection. Et là, on va être plus sur le côté féminin. Et dans l'histoire des lignées, on a souvent un féminin blessé ou un masculin blessé en fonction des histoires collectives, de ce qui a pu se passer. On a par exemple des schémas de soumission chez certaines femmes. On a chez les hommes, ça peut être l'homme doit être fort, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est des choses qui se transmettent inconsciemment. Donc en fait, en allant relâcher ces mémoires transgénérationnelles, on va avoir un effet sur l'équilibre féminin et masculin que tout le monde porte inconsciemment. Comment se déroule une séance de constellation familiale typique? On peut travailler en individuel, je l'ai dit, mais je vais plutôt expliquer le groupe parce que je réunis des groupes de 5 à 10 personnes. C'est des personnes qui ne se connaissent pas et on a plusieurs constellations dans la journée ou la demi-journée. Et donc, on va interroger la personne devant le groupe qui va poser son sujet. Et en fonction de ce qu'elle va me dire, je vais lui faire choisir des représentants dans le groupe pour les placer au centre. Ça peut être, par exemple, une grand-mère, un arrière-grand-père, un frère, mais ça pourrait être aussi l'amour, l'argent. Ça peut être aussi un concept. Et les représentants, à partir du moment où ils sont placés au centre, leur corps se transforme en antenne et ils se mettent à capter des émotions, des attitudes et des ressentis qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent directement à la personne qui le représente. Et comme je le disais tout à l'heure, la constellation va du coup nous permettre de découvrir qu'est-ce qui n'a pas été vu, qu'est-ce qui n'a pas été reconnu, qui a besoin d'être remis à sa place dans le système familial de la personne. On va accéder au blocage inconscient du système familial et ces blocages inconscients, ils peuvent être de tout ordre. Ça peut être un deuil qui n'a pas été fait. Ça peut être quelqu'un qui a été exclu de la famille pour X raisons. Ça peut être des secrets, ça peut être des non-dits. Et ça, dans toutes les familles, dans tous les lignées, on va avoir des mémoires transgénérationnelles qu'on a besoin de travailler et de libérer. Donc la constellation va montrer ça. Et le principe de la constellation, c'est de refaire circuler l'énergie dans le système familial, tout simplement. Voilà, en groupe, le groupe va permettre ça et le groupe va permettre aussi d'amener une forme d'objectivité parce que ce sont des personnes que nous ne connaissons pas et d'un coup, la constellation se transforme en passeuse d'histoire de notre histoire familiale et c'est là où ça devient intéressant. Quelle est la différence entre une constellation familiale en groupe et une séance individuelle? Alors justement, comme je viens de le dire, la force du groupe, c'est que des inconnus vont se mettre à jouer une partie de notre histoire familiale sans la connaître. Donc là, c'est très intéressant parce que ça amène quand même une distance par rapport aux projections que nous, on aurait pu se faire de notre propre histoire familiale. Et en individuel, ça va être différent. On va travailler seul. Et en fait, soit on utilise des petites figurines, soit on utilise des papiers au sol, ce qui fait qu'on est debout, comme dans une constellation de groupe. Et là, c'est la personne qui vient poser sa constellation qui va être elle-même ses propres représentants. Donc, elle va switcher du ressenti, par exemple, d'une grand-mère au ressenti d'une arrière-grand-mère, à son ressenti à elle, et elle va pouvoir, dans son corps, ressentir, les informations que le corps va donner qui vont permettre de refaire circuler les points de blocage. Quels types de blocages relationnels peuvent être résolus grâce aux constellations familiales? Alors, ça peut être un lien parent-enfant qui est compliqué. Ça peut être le lien mère-fille, le lien père-fils. Ça peut être aussi, on ne parle plus à quelqu'un de sa famille depuis longtemps et on a besoin de le travailler. Mais ça peut être aussi le lien à je rencontre toujours le même type de personnes en amour et je ne comprends pas pourquoi je suis dans ce schéma. Ça peut être le rapport à l'argent. J'ai un rapport à l'argent compliqué et c'est comme ça dans ma famille depuis toujours. Voilà, en termes de blocage relationnel, voilà ce qu'on peut travailler.
Mais sinon, on peut aussi avoir l'impression qu'on porte un schéma qui ne nous appartient pas, l'impression de ne pas être à sa place, ou on sait que dans notre famille, il y a des secrets, des non-dits, et on aimerait pouvoir lever un petit peu le mystère. Donc voilà ce que la constellation permet d'approcher. Mais surtout et avant tout, si on a envie d'aller creuser un peu son transgénérationnel, eh bien, on peut tout à fait commencer un travail en constellation. Les constellations familiales peuvent-elles aider à certains schémas répétitifs? Comme je le disais, la constellation, elle va vraiment permettre de montrer ce qui a été bloquant. Et en effet, on peut identifier des schémas répétitifs. Et alors, j'utilise aussi la psychogénéalogie, hein. La psychogénéalogie, c'est le fait d'utiliser l'arbre généalogique. On le fait simplement de mémoire et de tête. Et en psychogénéalogie, simplement le fait d'identifier un schéma répétitif, il s'arrête, juste en travaillant sur l'arbre. Eh bien, en constellation, c'est la même chose. Comme je le disais, si on identifie un schéma en amour qui est compliqué, un schéma de génération en génération sur l'argent, sur le fait qu'on a du mal à trouver sa place, eh bien, le travail en constellation, on peut l'arrêter. Les constellations familiales sont-elles adaptées à tous les types de problèmes? Alors, on peut tout travailler. On peut travailler donc ce que j'ai cité comme exemple. On peut même travailler un trouble physique lié à de la somatisation. Évidemment, il n'y aura rien de médical dans ce qu'on fera. Tout sera au niveau de la résonance émotionnelle. Et puis après, moi, la seule chose qui serait pour moi une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que tout ce qui va être trouble psychiatrique, évidemment, la personne doit s'assurer d'avoir un suivi médical et de toute façon, je m'entretiens avec cette personne au préalable si besoin. Abordons désormais le transgénérationnel. Pouvez-vous nous en détailler les principes? Déjà, on est tous issus de deux lignées biologiques, une lignée maternelle, une lignée paternelle. Et en fait, dans ces lignées, il s'est passé beaucoup de choses dans les générations précédentes. Et il y a ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Donc l'intergénérationnel, ça va être composé de mémoires connues. C'est-à-dire que ça peut être par exemple un talent d'artiste qui se transmet de génération en génération. Et on peut s'identifier à ce talent d'artiste, auquel cas, soit on va le reproduire, soit on va se construire à l'inverse. Mais ça, c'est ce qui est connu, c'est ce qui est transmis, c'est ce qui est raconté. Et on va avoir aussi le transgénérationnel. Et là, on est sur le domaine de l'inconscient, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'est pas connu, ce qui a volontairement été caché. Et là, on va aller plutôt sur des mémoires de trauma, de secrets, de non-dits, peut-être des mémoires de deuil non fait, d'abus, sur des choses plutôt, on va dire, compliquées, hein. Et en fait, il y a autant les mémoires individuelles que les mémoires collectives. C'est-à-dire que, imaginez l'impact des guerres, imaginez l'impact des famines, des exils, qui vont aussi avoir une incidence sur ces mémoires individuelles qui se transmettent. Et dans le transgénérationnel, j'aime bien m'appuyer sur l'épigénétique, hein, parce que la science explique tout cela. L'épigénétique, c'est vraiment la découverte du fait que nos gènes sont impactés par nos environnements de vie, et y compris le stress et les conditions dans lesquelles on évolue dans notre vie. Euh, on a découvert que en traumatisant un souriceau, c'est pas un exemple joyeux, hein, je m'en excuse, en traumatisant un souriceau en l'enlevant de sa mère, et bien sur toutes les générations suivantes, les 4 générations suivantes, tous les petits reproduisaient les mêmes stimuli de stress alors qu'ils n'avaient pas été enlevés à leur maman. C'est un peu de là que part l'épigénétique. Et en fait, imaginez encore une fois toutes ces mémoires collectives, toutes ces mémoires individuelles et l'impact qu'elles peuvent avoir. Et on dit même que parfois, il peut y avoir plusieurs générations entre une émotion et un symptôme. Donc vraiment, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est gardé, a en plus parfois vocation à se répéter. D'où, selon moi, hein, l'importance de ces thérapies qui permettent d'aller identifier les schémas pour les empêcher de se reproduire. Je donne juste un exemple rapide. Je vais citer la référence de Anne Schutzenberger, qui est vraiment la référence de la psychogénéalogie, hein. C'est elle qui a mis en place la psychogénéalogie. Elle a travaillé avec énormément de familles à travers le monde. Elle a beaucoup voyagé. Et elle a identifié sur un certain nombre de cas, je ne parle pas de cas isolés, des enfants qui présentaient des symptômes d'asthme. Et en fait, en travaillant dans l'histoire des familles, en remontant les arbres, elle a découvert que dans plusieurs familles, il y avait des personnes qui avaient vécu les tranchées et qui avaient été gazées dans les tranchées et qui avaient été oubliées dans l'arbre.
Et en remettant cette personne dans l'arbre, en remettant ces personnes à leur place, les symptômes des enfants s'arrêtaient. Voilà, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui montre que rien qu'en replaçant les éléments dans l'arbre, il y a des phénomènes qui peuvent s'arrêter. Et donc, à la déconstellation et la kinésiologie, on peut aussi faire parler toutes ces mémoires-là. Donc, en constellation, on va plus accéder à la systémie au sens large et voir à chaque étage ce qui se passe et comment ça se reproduit et comment on peut refaire circuler les choses. En kinésiologie, quand on arrive chez un ancêtre et qu'on le fait parler, on va plus accéder aux pensées intimes de cet ancêtre et peut-être ce qu'il n'a jamais eu l'occasion de dire de toute sa vie. Donc, c'est deux approches très complémentaires et ça permet de se libérer, nous, dans notre vie actuelle et dans le présent, tout simplement. Une personne n'ayant que peu d'informations sur sa famille ou ses racines ancestrales peut-elle faire appel au transgénérationnel? Oui, tout à fait. En fait, j'ai déjà accompagné des personnes qui sont adoptées ou des personnes qui ne connaissent absolument rien de leur famille. Ça, c'est souvent une question qu'on me pose, mais si je connais rien, ou alors des fois, il y a une branche où c'est complètement occulte parce que on n'a jamais parlé, parce que rien n'a été transmis ou ça a été volontairement caché. Après, c'est OK, il n'y a pas de jugement. Eh bien, on peut tout à fait retracer ces mémoires-là par la kinésiologie ou les constellations. Moi, ce que j'ai envie de préciser et ce que je trouve intéressant, c'est que parfois on ne peut pas vérifier les mémoires et ce qui ressort, évidemment. Parfois on est sur l'impalpable, c'est-à-dire que la constellation va montrer quelque chose ou un ancêtre va raconter quelque chose en kinésiologie et on ne peut pas derrière savoir si c'est vrai ou pas. Mais si je prends l'exemple des bébés, il arrive des fois que le bébé en séance remonte à une mémoire d'ancêtre, mais après bébé, il se remet à dormir, il arrête de pleurer et en fait ça agit. Donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est finalement pas tant la véracité de ce qui est raconté, mais c'est la transformation qu'il y a derrière. Auriez-vous quelques exemples de recours au transgénérationnel à nous relater? Alors oui, tout à fait. J'ai quelques exemples. Alors je pense notamment à une histoire d'un adolescent qui est venu en séance parce que depuis toujours, il avait très peur de s'endormir. Il avait une angoisse et depuis tout petit. Et il vient avec son père et son père m'explique que voilà, c'est compliqué notamment pour partir en vacances ou pour dormir chez des copains. Enfin, c'est un petit peu handicapant pour cet ado. Et, et on fait une première séance. Et le corps va déjà amener à une mémoire intra-utérine aux 8 mois de l'ado. Et ensuite, on va partir chez un ancêtre à la septième, huitième génération. Généralement, on remonte à la quatrième, cinquième. Là, c'est septième ou huitième, donc c'est très très haut. Et ça parle justement d'enfants. Alors, c'est pas très joyeux, mais on est avec le papa, on en discute, c'est posé, voilà, tout se passe bien. Et en fait, on n'a pas forcément la possibilité de vérifier, hein, on est très haut dans les générations. Et on termine la séance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le papa me confirme tout ce qui s'est passé aux 8 mois intra-utérin. Donc là, on a déjà une première information. Le corps a amené sur quelque chose qui s'est passé et que l'ado a absorbé. Et bon, pour l'ancêtre, ça reste en suspens. Et 2 semaines après, je reçois le papa en séance et il me dit, bah, écoutez, c'est top parce que mon fils, il a plus peur de s'endormir. Et donc, on ne sait pas quelle mémoire s'est transmise comme ça dans l'inconscient familial, quel stress intense s'est produit à l'origine et s'est transmis également. En tout cas, en allant faire parler l'ancêtre en question, on a pu libérer cet ado. Revenons maintenant à la kinésiologie. Quels types de problématiques peuvent être abordées par ce biais? Et bien, de la même façon, on va faire parler le corps, on peut aborder toutes les problématiques. C'est vraiment orienté sur la gestion du stress et des émotions, mais on peut aussi aller aborder la confiance en soi, on peut aborder des phobies, des peurs, des problèmes de sommeil, des troubles de l'apprentissage, des troubles liés à l'alimentation. Vraiment, c'est très, très riche et varié. On peut aussi aborder le fait d'avoir du mal à faire un deuil. Le corps va vraiment amener ce qu'on a besoin de relâcher en lien avec tous ces sujets. Et on peut aussi travailler des troubles physiques. Si, encore une fois, médicalement, il n'y a rien d'avéré et qu'on est sur la somatisation, que donc, en raison de stress, on a des tensions, des douleurs, etc., on peut aller voir la résonance émotionnelle de ces troubles physiques. En quoi la kinésiologie diffère-t-elle d'autres approches thérapeutiques comme la psychothérapie ou l'hypnose? Alors, ce que j'aime bien expliquer, c'est que
sans me comparer à d'autres pratiques, sans la comparer à d'autres pratiques, on va faire parler directement le corps. Donc, on s'affranchit du mental, on s'affranchit de ce qui se passe là-haut, qui souvent peut nous enfermer dans une certaine version de l'histoire que nous, on va se raconter. Et il y a aussi des choses qu'on va mettre en déni. Ça, tout le monde le fait, c'est tout à fait normal. Donc, c'est comme si finalement, eh bien, on ouvrait un peu les œillères, parce que le corps va vraiment nous amener à ce qu'on est prêt à entendre et prêt à relâcher, et pas forcément à ce qu'on s'est dit nous avec notre mental. Donc, parfois, on va projeter une certaine version, une certaine idée de notre sujet. Et finalement, le corps, il va amener sur toute autre chose. Donc, je trouve que ça ouvre un spectre assez large. Et le fait de passer par le corps permet un relâchement. Un relâchement, en fait, on accède à la mémoire cellulaire. Et les mémoires dont on n'a plus besoin, eh bien, on les relâche. Comment la kinésiologie peut-elle aider à gérer le stress et les émotions? Tout simplement, comme je l'expliquais, en allant chercher ces informations par le corps, on va libérer la charge émotionnelle et le stress associé à chaque information. Donc, si par exemple on arrive à l'épisode, si par exemple Stéphane, vous venez en séance et on arrive à vos 7 ans, il s'est passé quelque chose à vos 7 ans, le corps le raconte, on ne va pas effacer ce qui s'est passé à vos 7 ans. Par contre, on va libérer le stress et la charge émotionnelle associée à l'épisode de vos 7 ans. Ce qui fait qu'en fait, vous prenez du détachement, vous prenez du recul et c'est comme si on coupait un fil invisible avec cette mémoire-là qui n'est plus encombrante pour vous. Quels sont les avantages de la kinésiologie pour les enfants et les adolescents? Ce qui est bien pour eux, c'est que ils ont tendance à moins verbaliser. Donc, ils sont très au fait de leurs émotions et de leurs ressentis, mais c'est moins évident pour eux de parler. Et finalement, c'est le corps qui parle pour eux. Et pour moi, c'est tout à fait OK en séance qu'une personne ait besoin de parler, justement, de verbaliser ce que le corps dit ou commente ce que le corps dit. Et c'est complètement OK aussi qu'une personne ne dise rien du tout en fonction de ce que le corps racontera. Et donc, pour les enfants et les ados, souvent, ils sont plus secrets, surtout les ados. Et en fait, ça va leur convenir à ce niveau-là. De la même façon que je fais parler bébé, et en faisant parler bébé, lui, bébé n'a pas les moyens physiquement de s'exprimer. Et en faisant parler le corps, eh bien, on va faire en sorte de faire dire à bébé ce qu'il a à dire, de lui faire demander ce qu'il a à demander à qui, quels sont les besoins qu'il a à exprimer, et en passant par le corps, on va libérer. Et ensuite, bébé arrête de pleurer, se remet à dormir, etc., etc. La kinésiologie peut-elle être complémentaire à un traitement médical? Alors, tout à fait. Évidemment, jamais un thérapeute, moi y compris, ne doit demander à quelqu'un d'interrompre un traitement médical et jamais la kinésiologie ou autre pratique ne remplacera un traitement médical. Pour autant, il est tout à fait possible d'accompagner en parallèle quelqu'un qui est suivi médicalement. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai des personnes qui sont en rémission de maladies importantes ou j'ai des personnes qui sont en cours de traitement de maladies importantes sur un parcours médicalisé. Et en fait, on va vraiment travailler au niveau la gestion du stress et des émotions, pas forcément en lien avec leur maladie, mais aussi avec ce qu'elles ont besoin de relâcher, parce que souvent le corps, il tire un signal d'alarme et il y a une prise de conscience avec cette maladie que peut-être il y a une autre façon de faire dans leur vie. Ils sont à la recherche de réponses, tout simplement. Donc, en ce sens, la kinésiologie ou même les constellations leur apportent beaucoup. Comment choisissez-vous les techniques de rééquilibrage à utiliser lors d'une séance? Eh bien, c'est le corps, tout simplement. C'est chacun, en fait, a ses propres clés, chacun a ses ressources. L'idée vraiment du test musculaire, c'est que la personne ressente le test et le vive. Et donc, c'est simplement un réflexe naturel. On utilise la tonicité du muscle, c'est un indicateur de réponse. Et donc, c'est le corps de la personne qui va lui donner accès à ses propres ressources, aux mémoires qu'elle a besoin de relâcher et aux équilibrations dont elle a besoin. De la même façon, si je reçois quelqu'un qui a choisi une séance de constellation. Si on arrive à trouver un angle de travail qui fait qu'on travaille en constellation, c'est parfait, on y va. À l'inverse, si je sens que pour la personne, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets, que c'est pas forcément clair sur l'instant, on va utiliser le test musculaire pour savoir si on travaille bien en constellation ou s'il y a plutôt besoin d'une séance de kinésiologie. Tout simplement, c'est vraiment le corps qui mène la danse. Quels sont les principaux bénéfices que les personnes peuvent attendre de vos séances? Alors, bon, déjà, ce que j'aime bien dire, c'est que faut lâcher les attentes. Vraiment, chaque séance est unique et chacun a sa façon de réagir, bien évidemment. Maintenant, on va travailler la confiance en soi, l'estime de soi,
le fait d'apprendre à se prioriser. Alors, si on a un thème précis comme les troubles alimentaires, bah, j'ai des exemples sur des personnes qui ont arrêté leur compulsion alimentaire. Ça peut être des tensions dans le corps qui s'atténuent, un stress qui diminue, une meilleure vision de l'avenir, des meilleures relations qui s'améliorent. On peut vraiment, voilà, on peut espérer un mieux-être en fait, tout simplement. Et des personnes qui prennent conscience, beaucoup, il y a beaucoup ça en fil conducteur, qui prennent conscience que c'est important de se sentir bien soi, plutôt que d'avoir des attentes chez les autres. En se recentrant sur soi, bah, finalement, si moi je bouge, les autres bougent. Et donc, bah, d'apprendre à prendre soin de soi, tout simplement, ça fait la différence pour beaucoup. Quels sont les prérequis pour venir en séance? Il n'y a pas de prérequis. En fait, on peut vraiment, on peut tout travailler. Le seul que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est en fonction d'une situation médicale. Moi, je m'assure toujours qu'il y a un suivi en bonne et due forme. Sinon, il n'y a pas de prérequis. On peut avoir déjà fait des séances d'un autre type et c'est complètement OK. Ou on peut aussi n'avoir jamais fait de séance d'aucune méthode et c'est complètement OK aussi. Les séances dédiées aux enfants et adolescents se déroulent-elles nécessairement en présence des parents? Alors, pas forcément. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Souvent, en dessous de 10 ans, eh bien, l'enfant, alors bah, s'il est tout petit, évidemment, le parent est là. Mais à partir de 7-8 ans, je demande à l'enfant comment il veut faire. Alors souvent, sur la première séance, il a plutôt envie que maman ou papa reste. Et puis parfois, dès cet âge-là et à la préadolescence, ils sont OK pour faire la séance seuls. Et c'est eux qui choisissent. De la même façon, après la séance, si le parent n'était pas là, l'enfant, s'il le souhaite, peut ne pas raconter sa séance, ou alors je lui demande s'il veut que moi je la raconte, ou alors si lui veut la raconter quand il sera seul avec papa, maman. Et ça, c'est complètement OK. C'est la séance de l'enfant, c'est lui qui décide. Quelle que soit la nature de votre séance, celle-ci peut-elle survenir en distanciel ou uniquement en présentiel? On peut travailler en distanciel, bah, surtout en constellation. Après, en kinésiologie, évidemment, on utilise le test musculaire, donc j'aurais tendance à dire que c'est bien mieux d'être en présentiel et en cabinet. Maintenant, j'ai une façon de travailler qui est aussi énergétique et il est possible d'utiliser mes outils de kinésiologie de façon énergétique et donc l'énergie s'affranchit de la distance et on peut tout à fait travailler en distanciel. Par contre, j'aime bien que ce soit avec des personnes qui sont déjà venues en cabinet. Voilà, tout simplement. Pour conclure, quelques informations pratiques pour entrer en relation avec vous et bénéficier de vos services? Bien sûr, vous pouvez taper Cécile Maréchal kinésiologue dans Google, vous allez me trouver en premier. Mon site, c'est sema-kinésiologie.com. Et puis, bien après, vous trouverez mon agenda en ligne ainsi que mes tarifs. On va être sur un tarif entre 70 et 80 euros pour les séances individuelles et entre 40 et 80 euros pour les séances de groupe. C'était l'interview de Cécile Maréchal, kinésiologue certifiée et praticienne en constellation familiale. Une vidéo disponible sur www.conscience-tv.live.